Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci, j'en profite pour remercier Cécile, Franck et Julie aussi pour l'organisation, puis un grand merci à tout le monde. Je suis toujours très très content d'intervenir dans ce type de manifestation parce que ça me permet moi d'apprendre plein de choses, d'écouter les questions, donc ça c'est vraiment super. Alors je vais essayer de vous présenter, pas les résultats d'une étude, mais plutôt l'état de mes cogitations. Alors peut-être des cogitations qu'on partage ou pas, donc peut-être que vous posez des questions avant ma présentation et j'espère que vous en poserez encore plus après. C'est l'objectif. Alors pourquoi... Ah si, pardon, il est là. Bon. Donc, faut écran virtuel. Hop, 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 voilà. Alors... Il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors attends, je vois pas le... Ah oui, pardon. Hop. Non, il veut pas. Bon. Sûrement. Je vais vite fait me dépêcher de le désé... Ou alors, tac, regarde. On va passer par le... Voilà, par le VGA, il doit plutôt... Ah oui, il faut que je lui indique que c'est... Ouais, c'est ça, VGA. Super. Alors normalement, tac, boum. Nickel. Merci beaucoup. Alors, en fait, quand on parle tablette, apprentissage, etc., c'est un constat que je faisais il y a quelques années, mais en fait que je continue à faire. Il y a quand même, c'est pour ça le double titre de mon intervention, c'est qu'il faut dépassionner le débat. De plus en plus, donc ça je suis très très content qu'à la fois dans l'assistance il y ait et des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des enseignants, premier et second degré, ça c'est très très bien, des formateurs. En fin de compte, quand on parle numérique, apprentissage tablette, on se rend compte que beaucoup de gens ont beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions, rarement étayées par des preuves scientifiques. Ça c'est un vrai vrai problème. Alors là je me suis contenté de juste reprendre des captures d'écran d'articles réels, hein, vous voyez, donc écran, attention, enfant sous emprise, enfin, vous voyez, on dit toujours avec des titres accrocheurs, des photos qui font peur, d'accord, c'est le choc des photos, le poids des mots. On parle même d'addiction, passer trop de temps sur les écrans, ça développe l'autisme, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes médecine pédiatrique. Et puis là j'ai rajouté deux choses, le lycée 4.0, en fait j'encadre une thèse sur le lycée 4.0, le déploiement du lycée 4.0 dans l'académie de Nancy-Metz. Et en fin de compte, on n'avait pas vu venir la fronde, pour pas dire la réticence, pour pas dire la résistance de beaucoup de parents d'élèves, mais aussi d'enseignants et d'enseignants-chercheurs en disant mais attention, cette dématérialisation, c'est super dangereux, mais qu'allez-vous faire, etc. Et puis là, les classes iPad, alors ce qu'on appelle les classes iPad, vous savez, par exemple, quand on équipait les classes de collège, là aussi, beaucoup de réticence. Alors, je ne suis pas dans un jugement de valeur, hein. Peut-être que les réticences et les résistances ou les craintes sont fondées, mais il faut les écouter. Mais voilà, je me suis beaucoup interrogé sur mais pourquoi les gens ont-ils, pourquoi ça développe tant de choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu l'état de la société actuelle, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées préconçues. Puis ça, c'est nous, les chercheurs. Alors pourquoi c'est nous? Parce qu'en fait, on travaille sur les tablettes, on travaille sur Facebook, mais le temps qu'on finisse nos études, déjà, il y a d'autres supports et d'autres outils qui existent. C'est-à-dire que le temps qu'on finisse nos études, les jeunes sont passés à d'autres outils ou d'autres supports. Les usages évoluent beaucoup. Donc nous, on court un petit peu après ça. Le numérique est sans précédent dans le sens où, par exemple, le téléphone, il a fallu 70 ans pour que, entre l'invention du téléphone et l'arrivée du téléphone dans les foyers, dans les familles. Il a fallu plus de 50 ans pour que la télévision, entre l'invention de la télévision et l'arrivée des télévisions dans les familles. Le web et les outils numériques comme ceux-ci ont des taux de pénétration dans les foyers extrêmement rapides. C'est-à-dire que là, avant, on avait 30, 40, 50 ans pour mener des études. Maintenant, quand on mène des études, c'est trop tard, il y a d'autres technologies qui arrivent. Donc là, on a, nous, un souci en tant que chercheurs, c'est comment répondre, comment donner des réponses à la société, aux parents, aux éducateurs, alors que nous, nos études, elles prennent du temps, les usages, ça a été évoqué plusieurs fois. Oui, mais les jeunes générations ne font pas la même chose avec les mêmes outils, ce qui est parfaitement vrai. Mais du coup, il faudrait qu'on reconduise perpétuellement les mêmes études. Alors les enjeux ont été rappelés plusieurs fois. C'est bien sûr, il y a beaucoup d'études qui mènent, qui mènent des études sur des travaux sur l'usage des numériques dans les classes, dans les écoles, collèges, lycées, peu importe le niveau. Et en fait, comme ça a été souligné tout à l'heure, ouais, mais les jeunes n'ont pas attendu l'école, le collège et le lycée pour utiliser le numérique massivement. Ils l'utilisent à l'extérieur. Ça pose des grandes questions.
Rappelez-vous, en France, l'éducation nationale a décidé d'interdire l'usage du numérique des téléphones portables dans les écoles et les collèges et les lycées. Ok, sauf que les gamins l'utilisent tous. Donc soit on fait comme s'ils ne l'utilisaient pas à l'extérieur, soit on se dit mais comment est-ce que nous, pédagogues, on pourrait peut-être accompagner ces usages-là? Parce que sinon ça veut dire qu'on laisse les familles, on laisse les enfants apprendre à utiliser les téléphones portables. Pourquoi pas, mais bon. Donc ça c'est une vraie question. Des passionnés de démythifier le débat, là aussi, vous savez très bien, il y a beaucoup de choses qui se disent, certaines justifiées, d'autres moins. C'est compliqué pour nous, mais en tout cas, il y a beaucoup de prises de position par exemple, qui sont plutôt, moi à mon sens, plutôt de l'ordre du dogme ou de la croyance. Qui ne concerne pas que le numérique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, j'en reparlerai. Et finalement, il y a très très peu de données scientifiques. C'est-à-dire que souvent, des parents, des enseignants nous posent la question, mais alors, apprendre avec une tablette, c'est mieux, c'est moins bien? C'est des questions comme ça qu'on nous pose. Ben, je ne sais pas. Ça dépend les élèves, le contexte, les disciplines. Il y a tellement de variables à prendre en compte. Puis le terrain, ce n'est pas un labo expérimental. Donc du coup, la gestion de classe, par exemple, est impactée sur l'introduction de tablettes numériques. Paf, ça impacte aussi la gestion, le management d'une classe. Et ça, il y a très très peu d'études qui s'intéressent à ça. Mais ça vient. Et en fait, j'ai repris des propos qui disent que des fois, il y a même une panique morale dénuée de toute preuve. Effectivement, quand on parle numérique et apprentissage, on voit bien que les gens sont souvent sur « c'est bien », c'est mal, j'aime, j'aime pas. C'est bien, c'est mal, c'est de la moralité. Donc s'il y a des collègues philosophes, ils sont les bienvenus. Moi, je suis juste psychologue, donc je ne sais pas juger ce qui est bien ou mal. Et à mon avis, le bien ou mal, est-ce qu'un tableau blanc est mieux qu'un tableau noir? J'en sais rien. Et la question posée comme ça est une mauvaise question. Ce n'est qu'un support. Ça a été évoqué tout à l'heure, tout dépend des usages, des contextes. Donc la moralité, le bien ou le mal, pour moi, ce n'est pas une discussion scientifique. Donc intéressante, mais pas scientifique, je ne peux pas apporter des éléments de réponse là-dessus. Beaucoup de gens disent, ouais, mais quand on passe au numérique, quand même, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, par exemple, les négligences par rapport au numérique, certains auteurs parlent de mésusage. Alors, certains disent, attention, c'est dangereux, nos jeunes ne savent pas bien utiliser les environnements numériques, du type, ils ne lisent pas les informations, les consignes collectives. Alors, je pense que ce n'est pas forcément lié au numérique. C'est-à-dire que ça a été évoqué tout à l'heure, c'est quand on dit à nos élèves faites une recherche d'informations sur l'ordinateur, ils courent tous sur l'ordinateur, mais attendez, je ne vous ai même pas dit le thème. D'accord, mais voilà, il y a des comportements un petit peu comme ça qui apparaissent, qui ne sont pas liés à l'ordinateur ou au numérique. Les lectures sont limitées. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les jeunes lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas ce qu'on voudrait qu'ils lisent. C'est-à-dire qu'effectivement, ils lisent beaucoup, ils sont toujours sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est de la lecture. C'est peut-être pas celle qu'on voudrait. On voudrait qu'ils lisent du Maupassant, du Verlaine, Lorrain, je suis obligé de lire Verlaine, mais ils lisent pas forcément ça. D'accord, ils vont dire d'autres lectures, mais en attendant, ils lisent. Donc c'est pas un problème de quantité de lecture, c'est peut-être plutôt un type de lecture de qualité et de nature. Le refus de l'effort, le manque de méthodologie, ça a été évoqué plusieurs fois aussi par plusieurs intervenants. C'est effectivement, là aussi, c'est pas... Souvent on dit, ah mais là, le numérique permet le copier-coller. Non, le copier-coller a toujours existé. Mais quand j'étais étudiant, ça me demandait plus d'efforts. Il fallait que je recopie la page du dictionnaire ou que je fasse des photocopies. Maintenant, je fais un CTRL-C, CTRL-V, c'est plus rapide. Mais le copier-coller a toujours existé. Donc, les pratiques qu'on juge négatives chez nos apprenants, elles ont toujours existé. Simplement, le numérique facilite certaines pratiques. Et puis, le mythe, ce que j'ai marqué, moi, le mythe de la sérendipité. Vous savez, cette idée selon laquelle vous allez sur Internet et puis l'élève prend conscience du problème à résoudre, il trouve un site, il le lit, il l'analyse, c'est intéressant, il trouve des mots-clés, il va sur d'autres sites. Ben non, ça a été évoqué tout à l'heure par Aline, les stratégies lexicales. C'est-à-dire que très souvent, l'élève, quand on l'envoie à la BCD ou CDI, ben il va à la BCD ou CDI parce que le prof lui a demandé de trouver des informations sur le développement de la vie dans les rivières, donc des thèmes super intéressants. Donc l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des informations parce que le prof lui demande de trouver des informations. Donc en fait, il nourrit l'enseignant en disant, ouais. Puis donc il va trouver des mots-clés comme ça. Puis, bon. Bref, en tout cas, on est d'accord sur le fait de dire que l'usage ne signifie pas culture. Effectivement, les apprenants, pas forcément les jeunes et moins jeunes, utilisent massivement le numérique. Ce n'est pas pour autant qu'ils savent l'utiliser, qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est peut-être à nous, c'est là le rôle qu'on a à jouer. Alors... Du coup, par contre, on en a des soucis. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle maintenant les fake news. Tout le monde parle des fake news. On en a aussi en psycho. Donc, en 2005, il y a un économiste, donc c'est pas un psychologue, c'est un économiste, Waldman. J'ai beaucoup de respect pour les économistes.
il fait un travail qui montre il trouve une corrélation entre le nombre de cas d'enfants autistes et le niveau des précipitations dans les États des États-Unis. En gros, il y a un lien entre plus il y a de pluie, plus il y a d'enfants autistes. Bon, l'année d'après, il trouve une corrélation positive entre le nombre d'enfants autistes et l'abonnement au câble. Donc en gros, plus il y a de foyers abonnés au câble dans les États des États-Unis, plus dans ces États-là, on trouve d'enfants autistes. Il fait des corrélations. Corrélation n'est pas causalité. Il trouve juste des corrélations, d'accord ? Et puis il trouve également une corrélation entre le niveau des précipitations et le temps passé devant la télévision. Bon, ça, on peut se dire, effectivement, peut-être en étant lorrain, je sais, effectivement, plus il pleut, plus on passe de temps devant la télévision. Bref, ce qui l'amène à avoir une petite phrase qui dit, je les reprends entre guillemets, « L'exposition aux écrans des jeunes enfants pourrait déclencher l'autisme selon l'analyse des données. » Juste cette phrase-là. À partir de là, vous imaginez bien, les psychologues, les spécialistes de l'autisme, les enseignants, vraiment, et à juste titre, sont montés au créneau, mais c'est scandaleux, on peut pas dire. Tout de suite, il a reculé. Ok, c'est abandonné. Lui, il a reculé. D'autres n'ont pas reculé. Notamment, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, en France, alors je ne peux pas citer les noms parce qu'il y a toujours un procès qui est en cours. 10 ans plus tard, un médecin, PMI, pédiatre, dit, attention, plus l'enfant passe de temps sur les écrans, plus l'enfant passe de temps sur les écrans, plus il va développer l'autisme. En fait, les enfants deviennent autistes parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Et alors là, on est en 2017, une explosion, médecin, donc une certaine crédibilité scientifique, c'est des gens plutôt sérieux, pédiatre, donc spécialiste du développement des enfants, et en PMI, vraiment au contact des enfants qui présentent des troubles d'apprentissage du langage. Donc, et à partir en 2018, là, une grande couverture médiatique de cette personne-là, dans une émission, je ne peux pas citer, mais qui a pignon sur rue, voilà, une émission, on va dire, plutôt sérieuse, avec des journalistes sérieux, et en fait, l'émission concerne écran et autisme, et c'est cette personne-là uniquement qui, pendant 10 minutes, va expliquer l'usage des écrans développe l'autisme. Alors là, ça a été... Alors, j'ai mis en vert la même émission, cette année, a fait un reportage sur les fake news du type « Est-ce qu'il y a un lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme ?» Et là, il démontre que c'est une fake news. Mais ils ne l'ont pas démontré pour l'usage des écrans. Donc là, vous imaginez chez les parents, les soignants, les aidants, en disant « Mais alors, c'est scandaleux, etc. » Qu'est-ce que vous équipez tous nos enfants de tablettes à l'école alors que des spécialistes disent « Mais ils deviennent autistes à cause des écrans. » Heureusement, notamment en France, on a des spécialistes des apprentissages, du développement et de l'autisme, ils disent mais c'est scandaleux, les parents, les associations des parents et des familles d'enfants autistes disent mais c'est scandaleux, on ne peut pas laisser des choses se dire comme ça, donc il y a des procès là-dessus. Bon, c'est évident, il y a des études par contre qui montrent qu'il y a des liens, des impacts négatifs de la surexposition aux écrans, mais pas au niveau de l'autisme. Par exemple, il y a des études très sérieuses, épidémiologiques, qui montrent que plus un enfant, même adolescent, passe de temps devant un écran, plus il a de risques de développer des troubles tels que l'obésité infantile. C'est logique parce que, c'est logique, on pouvait s'y attendre, c'est que plus on passe de temps devant les écrans, moins on passe de temps à faire autre chose, notamment à jouer, à courir après un ballon, faire du vélo. Et en plus, devant les écrans, devant la télévision, les enfants mâchonnent rarement des brocolis vapeur et de l'eau minérale, donc ils sont plutôt sur des boissons très sucrées, des choses très riches en sucre. Donc là, il y a un vrai risque. Des troubles de la communication, des troubles attentionnels. Ça, d'accord. Mais en fait, est-ce que le surusage des écrans développe l'autisme ? Non, ça c'est une fake news. D'une part parce que la conclusion est erronée. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs, une chercheuse qui ne sait pas ce qu'est une corrélation. En fait, elle n'a pas dû suivre les cours en stats. Pour elle, corrélation égale causalité. Sauf que les économistes n'ont jamais montré de lien de causalité, ils montrent un lien statistique, mais pas un lien causal. Donc le raisonnement est faux. Deuxièmement, heureusement, on le sait maintenant, l'autisme, c'est bien un trouble neurodéveloppemental, un trouble neurologique. Là, ce que ces personnes-là ont fait, ça a été dramatique, c'est parce que c'est de dire, c'est l'environnement. L'environnement cause l'autisme. En gros, vous êtes des mauvais parents. D'accord ? Donc si vous avez des enfants autistes, ce qu'on disait il y a quelques décennies. Et il a fallu des décennies pour démonter cette croyance-là. D'accord ? Avant, on disait, mais si vous avez un enfant autiste, parce que vous êtes une mauvaise maman. Globalement, c'est ce qu'on disait. Là, on a fait un travail, et là, patatras, quelqu'un arrive en disant non, mais si les parents mettent trop leur enfant devant les écrans, alors ils vont en faire des autistes. Donc vous remettez le focus sur l'environnement familial. Donc vous responsabilisez, vous remettez de plus la culpabilité sur les familles. Là, vous imaginez bien la déconstruction, la destruction des années d'efforts des psychologues, mais pas que, mais aussi des pédagogues, etc.,
pour expliquer que non, l'autisme, c'est un vrai trouble de dysfonctionnement neurovégétatif, etc. Donc là, non. Et puis, là aussi, un problème de responsabilisation exacerbée chez les parents. Donc vraiment, tout ce discours-là qui a été dramatique. Donc là, ça a été vraiment, c'est un exemple de fake news lié au numérique et notamment aux écrans, qui perdure encore. Je l'ai encore vécu il y a quelques semaines, dans une réunion au rectorat, avec des collègues enseignants, des personnels des corps d'inspection, où on présente un projet dans lequel il s'agit, je travaille beaucoup avec les enfants autistes, donc il s'agit de tester les usages d'interfaces et de logiciels permettant de développer les compétences communicationnelles chez les enfants autistes type Asperger. Et là, une corps d'inspection me dit « Mais ce que vous faites, c'est quasiment criminel, comment osez-vous ?» On sait que l'usage des écrans développe l'autisme, et vous voulez mettre les autistes sur les écrans. Enfin, ça a été très très compliqué. Bon. Et encore une fois, je n'incrimine pas cette personne-là, elle ne fait que relayer, elle est vraiment convaincue par un discours ambiant. Alors, la perception des risques, vous voyez bien qu'on est vraiment là-dessus. Alors, c'est compliqué parce que les gens ont peur, et vous savez très bien, alors que nous, scientifiques, on pense qu'il suffit d'amener des preuves scientifiques pour rassurer les gens. C'est faux. Vous avez beau expliquer aux gens que statistiquement, il vaut mieux prendre l'avion, etc. Il n'y a rien à faire. Il suffit que la personne dise « Non, mais je connais, la cousine de la voisine de ma sœur a dit que… » Et patatras, vous pouvez venir avec toutes les preuves scientifiques que vous voulez. C'est très compliqué. Alors pourquoi ? Parce que vous avez des auteurs, déjà dans les années 80, qui expliquaient que la perception des risques, il y avait des facteurs liés au microsystème, par exemple l'âge, l'expérience, qu'on dirait maintenant l'expérience usagée, mais aussi un mésosystème qui nous entoure. Donc nous faisons partie, nous toutes et nous tous, de différents environnements qui sont emboîtés. Et en fait, ces systèmes-là véhiculent des craintes ou des fantasmes ou des valeurs culturelles, et on adhère plus ou moins à ces valeurs culturelles. Donc ces facteurs-là modifient la perception que j'ai des risques éventuels. Et en plus, il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est compris le temps. Effectivement, vous avez remarqué que, notamment dans les technologies, les environnements numériques, plus c'est récent, plus c'est innovant, plus les gens ont peur. Donc vous avez vu toutes ces choses concernant le véhicule autonome, le controlling key. À une époque, c'était les antennes relais. Les antennes relais développent, ou les téléphones portables développent les tumeurs cérébrales. Il y a une grande vague comme ça de crainte. Et le temps fait son œuvre, les choses évoluent. Sauf que nous, scientifiques, on a très peu de temps. C'est-à-dire que quand vous faites des études sur les tablettes numériques au collège, vous avez beaucoup de parents qui ont peur. Beaucoup de parents qui ont peur, et il ne s'agit pas de les rassurer avec des preuves scientifiques. De toute façon, parce que la plupart des personnes n'ont pas une culture scientifique, donc c'est compliqué de comprendre les études scientifiques quand on parle de VI, VD, hypothèse, analyse, test de qui 2, etc. Moi, tout ce que je sais, c'est on m'a dit que c'était dangereux. D'accord. Donc il suffit qu'une personne dise ça et croit ça, et c'est compliqué. Alors je reprends souvent ce petit schéma qui est intéressant. C'est un petit document qui permet de mesurer l'écart, le gap entre le risque perçu et le risque réel. Ça a été fait juste après les attentats du World Trade Center et puis pendant les épisodes de la grippe aviaire. C'est rigolo, entre guillemets. En bas, vous avez le risque réel. Ce sont les facteurs qui peuvent faire que vous allez mourir, objectivement. Et au-dessus, c'est ce dont les gens ont peur. Donc c'est fait par des enquêtes, mais des grosses enquêtes telles que les Américains savent les faire. Les risques réels, les conditions de santé, les cancers. En étant piéton, vous risquez vraiment de mourir. Ça, c'est très dangereux. Statistiquement, c'est très dangereux. D'accord. Mais de quoi les gens ont peur ? Les gens, ils ont peur des attaques terroristes. Statistiquement, quelle est la probabilité ? Encore une fois, c'est extrêmement grave et c'est dramatique. Mais statistiquement, quelle est la probabilité de mourir dans une attaque terroriste ? Extrêmement faible. Pourtant, c'est ça ce dont les gens ont peur. Alors, je vous rappelais que c'était juste après la grippe aviaire, parce qu'on a bird flu. Le canard était l'ennemi numéro 1 en 2012. C'est-à-dire croiser un pigeon ou un canard, c'était très dangereux. D'accord. Sauf que voilà, c'est pas ça les vrais risques réels. Avec le numérique, on est un petit peu là-dessus. Donc de plus en plus, vous avez plein de fantasmes, les gens ont peur. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger ou du bien fondé ou pas de leurs craintes et de leurs peurs. Mais nous qui faisons des études scientifiques, puis vous qui développez dans vos écoles et établissements des études et des usages, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses encore à faire sur des réticences et des résistances qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. L'humain n'est pas un être purement rationnel.
D'accord, la plupart des décisions que nous prenons sont prises sur la base de facteurs affectifs, émotionnels, et ça c'est très compliqué. Alors là aussi, à la décharge des individus qui ont peur, qui craignent, il y a aussi ce qu'on appelle l'amplification sociale des risques perçus. Alors je vous rassure, c'est très compliqué, je fais exprès de vous montrer ce schéma parce qu'il fait peur justement. Quand il se passe un événement, c'est là, risque et risque éventuel, on est là, carrément ici. D'accord. Et jusqu'à ce que ça arrive à moi, ma crainte ou pas du risque, je passe par plein de filtres. Il suffit d'allumer le journal télévisé de 13 heures ou d'autres journaux télévisés. Regardez comment les médias transforment et nous donnent à penser sur les différents événements qui nous entourent. D'accord. Donc forcément, vous êtes dans votre cuisine, votre salon, vous regardez la télévision avec vos enfants, et là, vous avez un journaliste très sérieux qui dit « Attention, les écrans, ça développe l'autisme. » Forcément, d'accord. Et là, on a plein de canaux, de channels. Et puis, des fois, il y a pire, c'est quand les scientifiques insistent pour dire que ça ne craint rien. C'est encore plus suspect. Faut dire que quand même, à la décharge du public, la plupart des grands scandales alimentaires, de santé, etc., les scientifiques sont quand même souvent à la base des grands scandales. Donc en fait, il y a un gap qui s'est créé entre nous, scientifiques, et la société civile. C'est-à-dire que le public n'a plus confiance dans les scientifiques. Et il y a pire encore que le scientifique, c'est le politique. C'est quand l'homme ou la femme politique dit « ne craignez rien ». Le vaccin ne génère pas et patatras. Il suffit qu'une personne politique, parce que là aussi il y a un fossé qui s'est creusé entre la société civile et notre élite politique. Donc si un ou une politique le dit, c'est encore plus suspect. Donc comment on fait quand on veut rassurer des parents, des aidants, quand on a aussi tout un contexte social, médiatique, culturel qui ne nous est pas favorable. Alors, la confiance, elle est vraiment centrale dans la perception des risques. C'est-à-dire comment les gens, vous expliquez que vous allez déployer des cartables, des tablettes numériques, des iPads, des classes d'iPad dans des collèges. Comment je fais pour que les gens aient confiance, d'accord ? Ou de lycée 4.0, ou quand vous allez dématérialiser. Alors, on se rend compte que la confiance est importante dans 3 conditions. J'en ai rajouté une 4e. D'abord, la confiance, elle est importante quand l'individu a très peu de connaissances sur le sujet ou un domaine. Ce qui est le cas dans le domaine du numérique. Qui sait comment ça fonctionne, vraiment, à part un informaticien, d'accord ? Pour nous, c'est absolument obscur, mais les gens ont une opinion. Ça marche aussi pour le nucléaire. Qui sait comment ça fonctionne le nucléaire ? Pas grand monde, mais voilà. Du coup, moins j'ai de connaissances sur un domaine, plus c'est susceptible de me faire peur. Deuxièmement, c'est quand j'ai pas de contrôle sur le processus. L'éducation nationale me dit on passe au lycée 4.0. Dans mon collège, on dit vos enfants sont tous équipés d'iPad. J'ai pas la main sur le processus. D'accord ? Donc là, les parents, les enseignants, on ressentent une perte de maîtrise sur le processus. Troisièmement, c'est quand la technologie est complexe. Et puis aussi, quand j'en ai parlé tout à l'heure, 4e point, c'est quand le taux de pénétration dans les foyers est extrêmement important. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de parents, qui sont aussi enseignants, très inquiets parce qu'on déploie les iPads dans les collèges. Ce sont les mêmes parents qui ont donné des téléphones portables à leurs enfants dès l'âge de 7 ans. Il faut qu'on m'explique. Ouais, mais tu comprends, les téléphones portables, je sais ce qu'il fait, mon enfant, j'ai confiance en lui. Sous-entendu, je n'ai pas confiance dans l'école. Enfin, c'est ça, c'est un problème de confiance dans l'institution scolaire. Le problème de la confiance, c'est qu'elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'il vous suffit de rompre le contrat de confiance. Là, je suis en train de reprendre un slogan, je me rends compte d'une marque. Vous rompez le contrat de confiance, c'est très compliqué à récupérer. Regardez quand, d'un seul coup, on apprend que certaines marques automobiles ont menti. D'accord ? Ça chute, les ventes chutent. D'accord ? Et après, c'est très compliqué de récupérer la confiance chez les individus. D'accord ? Donc, c'est compliqué, c'est plus difficile de construire un climat de confiance entre les différents partenaires que de la détruire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que du point de vue psychologique, le risque est plus facilement perçu par les individus que l'absence de risque. Oui, mais non, on m'a dit que... Alors en plus, en France, on a ce qu'on appelle le principe de précaution. Le fameux principe de précaution. Je ne sais pas si c'est dangereux. En l'absence de preuves, je l'enlève. Les antennes relais, enfin toutes ces choses-là, on ne sait pas. Mais voilà. Alors là aussi, il y a un autre petit graphique qui est rigolo, que je trouve rigolo, c'est qui montre que la capacité que nous avons à estimer les risques, elle n'est pas bonne du tout. Là, c'est un espace à 2 dimensions. Vous avez l'axe, les abscisses, c'est quand le public perçoit des risques limités.
ou quand les risques sont perçus comme étant très dangereux, ou alors, et quand le public est très familier avec le risque ou pas du tout familier. Et ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que vous voyez, par exemple, l'alcool ou les cigarettes ou les accidents de la route, non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ça. Ça, c'est une grosse étude qui a été faite aux États-Unis pendant 4 ans sur la perception des risques des usagers. Et puis, par contre, des choses comme les OGM, c'est très, très, très dangereux. Ou les robots. Qui a déjà travaillé avec un robot ? Un robot humanoïde, on est très, très peu quand même. Le nucléaire, heureusement, les accidents nucléaires sont très rares, heureusement, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a un gap, il n'y a pas un lien de cause à effet, c'est vraiment la familiarité entre ce que je connais ou pas et la perception que j'ai du risque. Alors, cette perception des risques, elle a été, tout à l'heure, Jordan en parlait sur l'acceptabilité, puis d'autres collègues. Certains auteurs introduisent la perception des risques dans les modèles d'acceptabilité des technologies. Le problème, c'est que le risque perçu, c'est multidimensionnel, mais c'est important parce que ça conditionne l'adoption, l'usage, et ça se diffuse vers d'autres systèmes. Donc là, on voit vraiment de plus en plus de nos jours une méfiance accrue de la population civile à l'égard de tout ce qui est technologique, numérique, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre, c'est quoi ce truc, on nous ment. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, et pas que chez nos jeunes. Chez nos jeunes, il y a beaucoup de travaux qui montrent effectivement, vous savez, la théorie du complot. C'est compliqué quand vous travaillez avec des enfants ou des adolescents qui vous disent non, mais le 11 septembre n'a jamais eu lieu, on nous ment. Ah bon, oui. Mais ils ont des arguments en plus pour l'expliquer. Ce ne sont pas des. Donc voilà. Donc c'est vraiment compliqué de lutter contre les croyances. Et là où c'est difficile pour nous scientifiques, c'est ne croyons pas que c'est avec des preuves scientifiques qu'on va convaincre les individus. Il y a tout un travail d'explication, d'explicitation, d'accompagnement des parents, des familles, de l'institution. Ça, c'est très très important. Et là, peut-être que nous sommes fautifs, nous scientifiques, c'est que nous faisons nos études, elles sont très très bien faites. Et on communique dans les supports scientifiques, parce que c'est aussi ce qu'on attend de nous, mais peut-être qu'on a peut-être un petit défaut d'absence ou de faiblesse de communication vers la société civile. C'est prenons le temps, allons rencontrer les individus dans les classes, les écoles, les parents, les aidants. Alors moi, je travaille beaucoup avec des structures aussi d'accueil des enfants TSA, ou des classes, les ULIS, les CESA, les UEA, etc. Prenons le temps d'aller discuter, de rassurer, mais ce n'est pas rassurer juste pour rassurer, c'est aussi vraiment d'être partenaire. Cette acceptation des technologies, de manière générale, vous voyez que la perception des risques, elle a été introduite tout doucement. Là, au début, elle était absente, la perception des risques. Hop, ça apparaît ici. Puis de plus en plus, les collègues se rendent bien compte que la perception des risques, c'est vraiment un facteur déterminant sur l'acceptabilité des technologies. Bon, le problème, c'est que nos modèles en psycho sont de plus en plus complexes. On fait plein de boîtes partout, puis plein de flèches. On adore les flèches. Le problème des flèches, c'est quand il y en a beaucoup partout, ça veut dire que quand j'appuie sur un élément, ça agit sur tous les autres éléments. Donc c'est compliqué, c'est au niveau expérimental, comment je peux isoler un facteur quand j'ai une structure comme ça. Mais bon, ça, on essaye de le faire. Le souci de ces... c'est vraiment ma vision des choses. Les modèles TAM et UTOT et compagnie sont super intéressants, mais je vois quand même des limites et des questions. Premièrement, très souvent les auteurs font un lien direct, j'appelle un postulat, entre acceptabilité et usage. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Or, il y a très très peu d'études qui montrent le lien entre l'acceptabilité et les usages. En gros, est-ce que plus j'accepte un outil, plus j'utilise ? Eh bien, la plupart des auteurs considèrent que oui. Je ne suis pas évident. Enfin, je ne suis pas convaincu à 100%. Il faudrait me le démontrer. On peut très bien imaginer que des personnes acceptent pas tellement un outil et l'utilisent beaucoup. Je pense par exemple dans le monde universitaire, je ne connais pas à Toulouse, mais l'ENT. Les ENT sont souvent des usines à gaz. Tout le monde râle, tout le monde les trouve mal fichus, c'est incroyable, je ne retrouve jamais mes infos, où sont mes cours, les étudiants ne sont pas contents. Mais en attendant, on est obligé de l'utiliser. Donc là, il n'y a pas de lien entre le niveau d'acceptabilité et la fréquence d'usage. Deuxième chose qui m'interroge, c'est que souvent, on pose le lien dans un sens causal qui est le niveau d'acceptabilité détermine les usages. Et si c'était l'inverse ? Et dans certains cas, si c'était l'expérience que j'ai d'être confronté à un outil,
qui détermine mon niveau d'acceptabilité. Là, en ce moment, on travaille beaucoup avec les robots, avec les enfants autistes et les parents, bien sûr, et les éducateurs. Au début, quand on demande aux individus s'ils aiment ou s'ils apprécient les robots, non, les robots humanoïdes. Mais en fin de compte, on leur demande s'ils apprécient, s'ils acceptent un outil qu'aucun d'entre nous n'a jamais côtoyé dans son monde, dans son environnement. Donc c'est très compliqué. C'est comme si on demandait à un conducteur des années 80 ce qu'il pensait du GPS. Donc peut-être, et maintenant, aujourd'hui, plus personne ne remettra en cause l'usage du GPS dans une voiture. Enfin, plus grand monde. Donc peut-être que le lien est aussi à réfléchir en sens inverse. Très souvent aussi, alors, nous en psycho particulièrement, et notamment en psychocognitive, on base beaucoup sur l'apprenant. Des fois sur les deux apprenants qui bossent en binôme. Des fois sur l'enseignant. Mais en fait, ce qui nous manque, je pense cruellement, c'est une prise en compte des aspects macro, la classe, voire l'établissement. C'est-à-dire que quand on parle de lycée 4.0, même du déploiement d'iPad dans des collèges, ça n'impacte pas juste l'apprentissage en mathématiques ou en histoire-géo de l'élève en 6e. Ça impacte tout le fonctionnement de l'établissement et même les relations que l'établissement a avec les familles, avec les structures extérieures. Et ça, on n'a pas encore pris en compte cet aspect un peu macro. Ça prend, mais voilà, les fratries. Quand les enfants rentrent avec leur iPad, quand ils rentrent, ça dépend des politiques d'établissement, mais quand ils rentrent avec leur iPad à la maison, il y a les grands frères et les grandes sœurs, ou les petits frères et les petites sœurs, qu'est-ce qu'ils font avec cet iPad? Est-ce que c'est la seule tablette de la maison? Toutes ces questions-là, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, les facteurs affectifs et cognitifs. On est tous d'accord pour dire que c'est absolument primordial, mais on est très très peu à les étudier. Parce que, théoriquement, c'est compliqué de définir ce que sont vraiment les émotions. Et méthodologiquement, alors là, là aussi, il y a des outils, mais on va travailler sur des indicateurs comportementaux, dilatation pupillaire, conductivité électrodermale, rythme cardiaque. On peut utiliser des indicateurs comportementaux, physio, biophysio, neurophysio, ou même des échelles attitudinales. Mais vous savez très bien qu'il y a un gap entre l'indicateur comportemental recueilli et son interprétation. Par exemple, si je travaille par exemple, sur le rythme cardiaque peut augmenter pour plein de raisons différentes. La peur, la joie, l'amour. Tout à l'heure, ce matin, on parlait de films érotiques, enfin, de littérature érotique. Donc, du coup, c'est un même indicateur peut être interprété différemment selon le modèle théorique que j'utilise derrière. Donc ça, c'est compliqué pour nous de faire le lien. Je vais zapper ça, parce qu'en fait, le risque réel, le souci qu'on a avec le numérique, et notamment les tablettes, c'est que le risque réel, par exemple les ingénieurs le font beaucoup, les ingénieurs savent calculer les risques réels. Un risque, c'est quoi? C'est un truc que je peux calculer, évaluer, estimer. Souvent, c'est le perte d'un élément financier, prestige, etc. Sauf que ça, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est les risques perçus. Parce qu'encore une fois, les familles ont peur, ils ont des craintes, des réticences, mais ils n'ont pas de données subjectives, de données objectives. C'est vraiment une évaluation de la subjective, très sensible aux facteurs individuels et aux facteurs sociaux, et surtout, c'est une représentation mentale qui est très résistante. Vous avez beau venir avec des preuves, encore une fois, scientifiques, statistiques, qui montrent qu'avec la tablette, on peut faire ci, on peut faire ça mieux qu'avec le papier, etc. Oui, mais quand même, ils ne sauront plus écrire après. Vous savez, un petit peu ce qu'on disait avec les calculatrices il y a quelques années. La calculatrice, mais ils ne sauront plus compter, nos enfants, dans quelques années. C'est simplement, ce sont des usages différents, d'autres contextes, etc. Donc, c'est vraiment important. Pour l'autisme, il y a quelques travaux très intéressants qui sont faits, et notamment la tablette semble revêtir un intérêt intéressant. C'est pas français, c'est redondant. Un grand intérêt pour les personnes atteintes d'autisme. Alors, c'est pareil, c'est le problème. Quand on parle d'autisme, j'ai une pluralité, une hétérogénéité d'enfants et d'adultes et d'adolescents qui est énorme. Donc très souvent dans les études qui s'intéressent aux enfants autistes, en fait ce sont des enfants autistes qui sont plutôt de bon niveau, qui sont capables de verbaliser, etc. Donc, mais les autistes profonds, il y a très très peu d'études dessus. Ça a été évoqué tout à l'heure, les aspects moteurs, c'est qu'une tablette, c'est pas mal parce que du coup c'est tactile. Par rapport à la souris et le clavier, c'est pas évident, hein, souris et clavier. Regardez, même pas que des enfants, mais si vous avez des personnes, par exemple, âgées dans votre entourage, moi je sais que j'avais fait de l'assistance 24-24 pour mes parents, qui étaient très âgés. En fait, c'est compliqué, parce que la souris, c'est je déplace un truc là, mais le pointeur, il est là. Ça demande une coordination main-œil qui n'est pas évidente. Donc on a même des fois des enfants qui mettent la main sur la souris, puis avec leur deuxième main, d'accord, ils contrôlent la souris.
On sent que ça devient évident. Tout à l'heure, on parlait du pad, là aussi. Donc, ça, certains auteurs disent l'effort cognitif et moteur est moindre avec une tablette, ça peut être un avantage. Deuxièmement, c'est la facilité de prise en main. Ce que certains appellent l'apprenabilité, c'est que vous donnez une tablette avec des logiciels, les suites auticielles pour les enfants autistes, des choses plutôt simples. La prise en main est plutôt facile, c'est assez intuitif, on va dire ça comme ça. L'autre intérêt, c'est qu'une tablette peut s'utiliser à plusieurs, facilement. Vous allez dire un ordinateur aussi, pas vraiment. Quand vous allez dans une BCD ou un CDI, qui détient le pouvoir? L'élève qui a la souris. C'est moi qui ai la souris. Puis, d'accord, c'est lui, il fait tout, puis les autres sont là. Allez, passe-moi la souris, etc. Avec une tablette, c'est plus facile. Même on peut la mettre à plat. On peut même faire des jeux 2 à 2, face à face. Parce que les jeux qu'on fait sur ordinateur sont des jeux côte à côte. Mais ce qui est intéressant avec des enfants, notamment les enfants autistes, c'est de les remettre face à face. Ça c'est intéressant. Donc voilà, il y a ces auteurs-là qui avaient travaillé, par exemple, avec des jeunes adultes déficients mentaux, puis des adultes, un adulte TSA, pour réalisation de tangrammes. Vous voyez, des choses très très simples en comparant le support tangramme traditionnel, bois, et puis les tangrammes sur tablette, avec les valeurs indépendantes, du type le support de modalité, je fais réviser les cours de statistique et méthodologie, en bois, iPad, et puis niveau de difficulté, des fois les résolutions de problèmes étaient plutôt faibles, modérées ou alors très élevées. Et puis en fait, ils ont filmé tout ça, et après ils ont regardé les comportements verbaux, comportements non verbaux, par exemple les phases d'agitation des enfants, des jeunes adultes, ou les phases d'évitement. Avec les enfants autistes, c'est très facile, vous savez, par exemple le regard. Ça c'est intéressant, la notion d'attention conjointe, quand le jeune refuse de regarder. Globalement, ce que les auteurs montrent, c'est qu'avec l'iPad, oui, vous remarquerez qu'on vise rarement l'acquisition de connaissances disciplinaires. Avec les personnes déficientes mentales ou autistes, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de travailler l'aspect communication, concentration, contrôle de ses propres comportements. Eh bien, sur iPad, les auteurs montrent les sujets sont plus attentifs, plus concentrés. Il y a plus de comportements d'interaction entre eux et avec l'adulte, parce que c'est aussi une relation triptyque, c'est l'adulte, les deux personnes et la tablette. Et puis aussi la notion de plaisir, c'est que, alors je mis 100%, ils étaient 10. Enfin, 100% des participants disent « j'ai préféré jouer avec la tablette ». Bon. Alors d'autres sont aussi spécialisés sur l'utilisation des tablettes pour les enfants autistes, en montrant, voilà, c'est pourquoi faire, pour quelle dimension. Vous voyez bien que très souvent, ce sont plus le développement des compétences sociales et communicationnelles plus que les connaissances disciplinaires. Alors on me fait signe discrètement d'accélérer, donc en fait je vais accélérer, je vais passer tout ça, j'étais très bavard. En fait, vous voyez qu'il y a plein de logiciels pour les enfants autistes, pour développer par exemple la capacité à comprendre les émotions des autres, parce que là aussi les personnes autistes ont un souci, une difficulté, c'est à comprendre les expressions faciales, donc les émotions qu'il y a derrière. D'accord. Bon, ça on pourra en reparler si vous voulez tranquillement à la pause. Bref, tout ça pour dire, pour l'école et pour nous, il y a des enjeux. Alors déjà, les enjeux pour l'école, démythifier les apports ou les dangers du numérique. Là aussi, attention, je ne suis pas un pro-tablette ou un pro-numérique. Très souvent, quand je vais dans les écoles ou établissements scolaires, je vois par exemple les tableaux blancs interactifs, je suis un peu perplexe. C'est que très souvent, le TBI, il sert de vidéoprojecteur. Bon, ça fait cher pour un vidéoprojecteur. Bon, alors, ça va peut-être se mettre en place, mais enfin, c'est quand même 10-15 ans, mais c'est pas grave, on les a achetés, ils équipent les établissements, mais voilà, je suis un peu perplexe. Alors, pour des outils tels que GeoGebra, Cabri Géomètre, on voit bien la manipulation des formes géométriques en 3D, mais des fois, quand on voit des activités pédagogiques sur un TBI, on se dit, on pourrait le faire à la craie, au tableau noir, ça ferait pareil. Et ce qui n'est pas un problème pour moi. Donc, je ne suis pas un pro-technologie, mais je suis juste à dire, il nous faut plus de preuves, plus d'arguments. Diffuser des informations éprouvées, il y a quand même des travaux scientifiques, donc c'est pour ça que c'est très bien ce genre de séminaire, parce que c'est vraiment, ça permet de faire l'interface entre ce qui se fait dans les labos et puis le vrai monde du terrain, avec des vrais élèves et des vrais enseignants. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment un échange dans les deux sens. Ce qui est intéressant, moi je trouve aussi, c'est quand on essaye de faire passer l'apprenant, l'élève, d'une phase de simple consommateur d'outils qui existent à une phase de co-concepteur. Les élèves peuvent développer des outils. Alors, ils vont peut-être faire pas du prototype informatique ou de l'algorithmique, encore que, mais ils peuvent être vraiment source de propositions. Nécessité aussi d'identifier les attentes et les besoins de tout le monde, des familles, des écoles, des enseignants. Et donc, vous voyez que je suis un pro défenseur de l'approche
anthropocentré et pas technocentré. Et voilà, il y a quelques années, nos collègues informaticiens ou roboticiens ou traitement du signal sont experts de leur domaine, et vraiment je respecte pour ça, mais les problèmes ne sont jamais les problèmes d'informatique ou de technologie, c'est des problèmes d'usage et de comportement. Pour la recherche, ce sont exactement les mêmes enjeux, sauf qu'on a une difficulté en plus. Par exemple, moi qui travaille avec les technologies, les tablettes avec les enfants autistes, c'est qu'on voit des effets positifs. Pourquoi ? D'où viennent ces effets positifs ? Et là, on a un vrai souci d'ordre théorique. Et vous voyez, je ne suis plus du tout dans le domaine des tablettes ou des numériques. C'est au niveau psychologique. Pourquoi est-ce qu'utiliser une tablette numérique, ça serait mieux pour un enfant autiste quand il réalise des tangrammes, etc. Et là, on a un vrai problème théorique de psychologie. Mais ça, on va venir, ça va venir tout doucement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que tu nous as lancé une série de pistes pour la table ronde de tout à l'heure. Tout de suite, je vais passer la parole à Julie, mais peut-être voir s'il y avait une ou l'autre question directement. Oui. Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est quel discours avoir quand on ne sait pas, ce qui est souvent le cas en science. Parce que j'ai l'impression que pour la confiance, c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse dire. Et ensuite, est-ce que vous pensez que le principe de précaution est vraiment quelque chose de problématique en soi, surtout vu l'échelle de diffusion des technologies ? Je ne parle pas des tablettes uniquement, parce que souvent on n'a pas fait ce choix-là, notamment en agriculture, et aujourd'hui on en paye un peu les conséquences. Merci. Ah, d'accord. Je vais répondre à la deuxième question, ce sera plus simple pour moi. Le principe de précaution en fait, est établi par l'État. Donc, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas commenter une décision de l'État. Non, plus sérieusement, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que le principe de précaution doit être appliqué, mais très souvent en France, on n'applique pas le principe de précaution. C'est le principe de retrait. Et voilà, c'est juste un petit peu... C'est compliqué. Je comprends les craintes de certaines personnes dans différents domaines, soit la sûreté nucléaire, le domaine de la santé, l'alimentation. Mais le principe de précaution est tellement appliqué dans une sorte plutôt de retrait que ça ne nous permet pas, nous, de poursuivre les réflexions qui permettent d'établir justement les critères de précaution. Je prends un exemple, je suis à Toulouse, principe de l'aéronautique. Il a suffi d'un seul catastrophe, accident vraiment très grave, du seul avion supersonique transportant des passagers pour tout arrêter. Donc c'est vraiment, voilà, souvent on dit qu'on est dans l'ère de l'information, je pense pas. Je pense que nous sommes une société de l'émotion. C'est-à-dire que maintenant les gens, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tweetent. Même nos élites font ça. C'est-à-dire qu'avant, il se passait une catastrophe, on réunissait un cabinet interministériel et on se demandait qu'est-ce qu'on fait, comment on va répondre au public. Maintenant on fait plus ça. On tweet, puis après on essaye de récupérer le truc. Donc comme on est dans une société de l'émotion, il faut vraiment faire le buzz maintenant. Tout va très vite. On prend des réflexions, des décisions sur la base d'émotions et plus vraiment sur des bases effectives, réelles. Voilà, c'était un petit peu volontairement provocateur quand je disais ça. Et puis votre première question sur le discours du scientifique. Alors, heureusement, il y a des supports et des manifestations qui permettent vraiment de se rencontrer, de rencontrer. Je pense que ça y est, les scientifiques sont en train de... On prenne conscience vraiment de cette nécessité de rétablir le dialogue avec la société civile. Et ça est venu aussi pas que par les sciences humaines, mais ça vient en grande partie par les sciences humaines. Et cette problématique des sciences humaines est très intéressante parce qu'il y a quelques années, quand il y avait des thématiques technologiques, par exemple le véhicule autonome ou les OGM, il n'y avait autour d'autres thématiques telles que l'euthanasie, donc des thématiques, il n'y avait
que des spécialistes médicaux, informatiques, etc., autour de la table. Et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas ça le problème. Les vraies questions sont des questions d'ordre psychologique, sociétal, éthique, moral. Donc maintenant, même le véhicule autonome, des collègues travaillent dessus, ça fonctionne très très bien. Mais quand vous demandez aux gens, est-ce que vous accepteriez de vous mettre derrière le volant, sans toucher le volant, et de rentrer sur une autoroute à 130 km/h en vous insérant entre des semi-remorques, tout le monde répond non. Je n'ai pas confiance. Alors que statistiquement, la plupart des accidents de la route sont dus à une erreur humaine. Donc quand on dit aux gens, on enlève l'humain de la voiture, ça sera plus sûr. Ah non, j'ai pas confiance. Ça a été la même chose pour la rame de métro automatisée à Paris. C'est la même chose quand vous dites aux personnes, vous allez subir une opération chirurgicale très complexe, un quintuple pontage coronarien, ça sera un robot chirurgien qui va vous opérer. Les gens n'ont pas confiance. Pourtant, c'est le chirurgien qui tremble, qui peut se tromper, qui peut arriver en retard. Voilà, donc c'est vraiment la confiance ne s'élabore pas sur des critères uniquement objectifs. Je pense que c'est l'erreur qu'on a commise, nous, c'est de venir avec des données statistiques. Déjà, les statistiques, il faut être capable de les comprendre, en plus. C'est ça qui est compliqué. Je ne dis pas que les gens sont idiots, ce n'est pas du tout ça. Ça demande une culture scientifique, et les personnes n'ont pas forcément une culture scientifique. Quand vous amenez, par exemple, une corrélation, très vite, les gens traduisent une corrélation en causalité. Alors je suis désolée, je pense qu'il y a plein de questions. En fait, j'en ai plein aussi. C'était passionnant, mais l'heure avance et je vous propose qu'on continue les échanges autour du buffet. Cet après-midi, nous aurons aussi la table ronde, donc avec diverses personnes. Marco Carinola, qui est délégué académique au numérique éducatif, Thérèse Harel, Cécile qui sera là, et donc Jérôme Dinet qui sera là aussi à la chaire, et ce sera justement l'occasion de poursuivre aussi ces échanges. Et, voilà, donc je vous propose qu'on arrête ici pour le moment. On se retrouve au buffet, toujours au même endroit, rien n'a changé. Merci beaucoup.